Drôle d'endroit pour une rencontre, ravi de vous retrouver. On s'est installé cette semaine en plein cœur du bois de Boulogne à la Fondation Louis Vuitton. L'Afrique y est à l'honneur avec des artistes qui représentent absolument tout le continent. C'est ici qu'on a donné rendez-vous à l'écrivain Alain Mabankou. Il s'est imposé en quelques années comme l'une des figures majeures de la littérature francophone. Plus de 20 livres à son actif, il est traduit dans plus de 15 langues. Il a reçu le prix Renaudot. Dialogue avec lui tout à l'heure. La littérature ne doit pas se réduire à interpréter Marcel Proust et les pamphlets antisémites de Céline. La littérature, c'est aussi de voir pourquoi dans des espaces aussi petits comme le Congo ou le Gabon peuvent jaillir des écrivains d'une dimension internationale. Sa rencontre, ce sera avec l'écrivain Mariam Majidi. Elle vient de remporter le prix Goncourt du premier roman avec Marx et la poupée, un livre où elle raconte son exil forcé de Téhéran jusqu'à Paris. Je voulais vraiment rendre hommage et sauver de l'oubli ces beaux personnages qui m'ont nourri, qui m'ont habité, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Mais je me disais pas dans un but d'être fière ensuite, pas du tout. Deux écrivains qui refusent les frontières et qui vivent dans ce magnifique pays qu'est la littérature. Mais d'abord, et pour commencer, qui est Alain Mabankou? La réponse en images, elle est signée Bruno Donnet. Alors, si Alain Mabankou était un animal, il serait très vraisemblablement un caméléon. Je pense qu'il y a en nous quelque chose de double. D'animal. Pourquoi? Eh bien parce qu'aussi haut en couleur qu'il soit, il est, avant tout, un personnage qui aime brouiller les pistes, un homme qui invite, si l'on n'y prend pas garde, au contresens. Attention, hein. Je m'explique. Multidéraciné, Alain Mabankou est né il y a 51 ans à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Mais il a quitté son pays d'origine pour venir étudier en France. Un enfant du Congo-Brazzaville peut citer Marcel Proust. C'est là qu'il a commencé à écrire avant de repartir pour les États-Unis où il enseigne depuis 17 ans la littérature francophone à l'université de Los Angeles, ce qui fait de lui un travailleur expatrié ou, pour prolonger l'image du caméléon, un noir avec une carte verte. J'ai toujours été quelqu'un qui était obnubilé par le déplacement. Immigré, globe-trotteur, il a le mouvement permanent chevillé au corps, ce qui invite à se poser la question suivante, Mabankou, se sent-il chez lui partout ou n'est-il bien nulle part? Je me poserai toujours la question de mon propre exil. Ici, on penche plus volontiers pour la deuxième hypothèse. Ici, on se dit que celui qui n'a jamais imaginé qu'il quittait son pays de manière définitive... Quand j'ai quitté le Congo, je me fixais peut-être au maximum une dizaine d'années pour revenir. Rêve secrètement d'y retourner, mais que le régime politique imposé aux Congolais par Sassou Nguesso, président devenu dictateur d'une république en peau de lapin, empêche notre caméléon d'y remettre les pieds, interdit qu'il est, d'afficher des couleurs qui seraient évidemment les couleurs de la lutte. Il m'arrive d'avoir honte d'être africain du Congo-Brazzaville. Car ne vous y trompez pas, Alain Mabankou est avant tout un révolté. Ça ne peut pas se passer comme ça. La démocratie, c'est aussi l'alternance. Seulement voilà, et c'est pour ça qu'on vous parle de contresens, ces indignations, il ne les dit pas, il les écrit. Je ne suis pas un nègre de salon. Je ne suis pas un nègre qui porte les valises de l'Occident. Alors, et parce qu'il est généralement très élégamment caché derrière des habits de dandy, on le prend régulièrement pour plus léger qu'il n'est. Est-ce qu'on écrit aussi avec la couleur de sa peau? Certains n'hésitent pas à lui poser à quelques années d'intervalle rigoureusement la même question, saugrenu. N'importe quel romancier écrit avec son histoire, avec son corps, son passé, ses traditions. Est-ce qu'il écrit aussi avec sa peau? Et s'il feint de ne s'apercevoir de rien, il n'hésite pas à dire combien les questions sur sa couleur de peau ont fini par le lasser. J'en avais marre, et j'en avais vraiment marre. Et bim, ni même à faire remarquer à quel point elles lui paraissent infiniment futiles. Je n'ai pas expliqué que je suis noir. C'est évident, ça se voit, ça fait partie de moi. Et bam, car le style Mabankou, c'est aussi ça, cette manière subtile de pointer les incongruités, de les dire courtoisement, mais de les dire quand même. À Nicolas Sarkozy, qui s'était indigné à Dakar lors d'un discours mémorable. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain
n'est pas assez entrée dans l'histoire. Il avait répondu ceci. La France est aussi le résultat de ce qu'ils appellent les petites taches noires. Quand vous lisez l'histoire de France, vous verrez qu'elle est cousue non pas de fil blanc, mais de fil noir. Et il y a un an, en pleine inauguration de sa chaire au Collège de France, il n'a pas hésité à rappeler à la France son douloureux passé colonial. En 1530, année de la création du Collège de France, j'allais dire du Collège royal, je n'existais pas en tant qu'être humain. J'étais encore un captif. Et en Sénégambie, par exemple, un cheval valait de 6 à 8 esclaves noirs. Eh oui, afficher la couleur en toutes circonstances et sans en avoir l'air, c'est dans l'ADN du caméléon et c'est non négociable, foi d'animal. Essayer de s'en débarrasser, c'est demander aux zèbres de ne plus avoir des zébrures. Exactement. Excusez-nous beaucoup. Bonjour Alain Mabankou. Bonjour. Et bienvenue à la Fondation Louis Vuitton. Ravi de vous recevoir. Ça me fait très plaisir. Hein. C'est une œuvre d'art que vous venez de traverser. C'est une œuvre d'art. Qu'on n'aille pas croire que c'est une sorte de décor juste pour enjoliver l'escalator, mais ça représente les drapeaux des pays africains, donc 53 États africains, 53 États indépendants. C'est Pascal Martin Taillou qui a fait cette installation. L'Afrique artistique qui s'expose dans l'un des plus beaux musées d'Europe. C'est normal aujourd'hui? Ou c'est un événement? Mais je dirais même que ça vient très tard, mais mieux vaut tard que jamais. Il y a un regain dans la quête de la connaissance du continent africain. Et c'est très bien qu'on apprenne l'Afrique dans sa créativité. Par la culture, voilà. Par l'art. L'art, c'est une fenêtre qui est ouverte et tout le monde peut regarder ce qui se passe de loin. Et c'est ce qui se passe ici, justement. Alors justement, venez, on va ouvrir la fenêtre et parcourir cette exposition avec vous, monsieur le guide. Ce qui est assez formidable ici à la Mabankou, c'est que c'est l'Afrique qui se représente. Elle se représente elle-même, non seulement dans l'art, mais aussi dans la récupération peut-être des objets de la vie quotidienne. Quand on voit ce que fait Romia Lazoumé, prendre des bidons en plastique. On en a un bel exemple ici, oui. Et on voit tout de suite que c'est le travail africain en Afrique qui se fait. Comment on récupère des objets qui étaient perdus, mais qui ont une deuxième vie? Eh bien, on va mettre du pétrole, du gasoil, de l'essence à l'intérieur pour aller vendre avec un moyen de locomotion qu'on trouverait désuet, mais qui est en réalité peut-être l'assise même de la vie quotidienne. Il y a quelque chose qui fait penser même au travail de l'écriture. Le travail de l'écrivain aussi, c'est ça? Je pense c'est récupérer des mots, les réinvestir, les transformer pour créer quelque chose de nouveau. L'écrivain est un récupérateur habile. C'est quelqu'un qui arrive, qui regarde, il dit « tout le monde a jeté ce bouchon, je le reprends, ça servira toujours dans un chapitre ». On est rentré dans l'exposition avec un artiste camerounais, on est ici avec un béninois, on va dans un instant partir pour le Congo. Votre pays. Voilà, disons que l'un des deux Congos, le Congo-Kinshasa ou le Congo-Brazzaville. Alors partons pour le Congo, Alain Mabankou. On y va. Là, on est entré au Congo. Ah oui, en plein. Oh. Avec Chéri Samba. Grand artiste, parce que ce que j'aime chez cet artiste congolais, Chéri Samba, c'est sa manière de regarder la politique africaine. Oui. Tout est dit. Tout est dit. Dans l'encadré, vous voyez le pouvoir de l'argent qui est là. Hein, déjà les 100 € ou le Kim Il-sung, le père de Kim Jong-un, actuel le nord-coréen. Mais ce qui est intéressant, c'est comment les politiciens africains se comportent. Il y a le grand sourire vis-à-vis du peuple. Derrière, il y a ce fauteuil royal à l'instar de Louis XIV pour rester éternellement. Et sous la table, il y a les turpitudes, comment on écrase les populations avec les pistolets, etc., etc. C'est vraiment le commun des politiciens, c'est-à-dire comment les politiciens se comportent en général. Et ça, c'est extrêmement fort, ce que fait Chéri Samba. Il nous accueille ici au Congo. Vous êtes interdit de séjour au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Parce que je critique justement le commun des politiciens. Je suis contre les dictatures. La dictature, elle est là. Elle est incarnée par ce fauteuil rouge. Elle est aussi incarnée par ce faux sourire.
Et les lunettes noires servent aussi à couvrir la sincérité du regard. Parce que si vous n'avez pas les lunettes, tout de suite, on voit que vous êtes en train de mentir. Les vôtres sont transparentes, donc ça va. Moi, c'est transparent. C'est pour ça que je suis contre les lunettes noires. Vos livres aussi sont interdits, Alain, au Congo-Brazzaville? Je pense qu'aujourd'hui, il est difficile d'interdire le livre, puisque... On peut les trouver sur Internet? Sur Internet, c'est difficile. On a l'impression qu'il y a une émancipation par la culture dans des pays, par exemple les deux Congos, qui ne s'émancipent pas politiquement. Je pense que la culture est fondamentale et elle fait peur aux politiciens africains. Quand vous êtes dans la culture, vous n'êtes plus quelqu'un qui est dominé. Vous dominez justement le politicien. La culture est éternelle, la politique est éphémère, puisque chaque fois on la change. On va aller voir une autre représentation de Chéri Samba un peu plus loin dans cette galerie à la Fondation Louis Vuitton. Alain Mabankou, autre œuvre extrêmement puissante de Chéri Samba, celle-là c'est L'espoir fait vivre. Ça parle un peu de vous, Chéri Samba est souvent à l'étranger, mais son cœur reste toujours chez lui en Afrique. C'est peut-être aussi cela. Vous signez? Oui, je suis d'accord avec lui. Même si on voyage, on part très loin, on a toujours l'espoir de retourner chez soi. Et c'est ça aussi l'espoir qui nous fait vivre. Chez soi, vous avez une phrase assez forte, vous dites qu'au Congo est enterré votre cordon ombilical. Je pense que quand je dors, je rêve en congolais et quand je me réveille, je prends la langue du pays dans lequel je me trouve. Il y a toujours chez moi le côté congolais. Comme on dit chez nous, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne les transformera jamais en caïman. Ah, c'est pas mal. Ah ben voilà. Malgré l'illusion. Et vous tenez à l'idée d'être franco-congolais? Je dirais même que je suis plutôt congolo-français parce que j'ai été d'abord congolais, je suis d'abord congolais, puis je suis devenu français et j'aime pas trop cette sorte d'hypocrisie de certains qui veulent toujours cacher leur part européenne. Nous avons cette double culture africaine, européenne. Il faut l'assumer. Le monde de demain, c'est le monde des additions. C'est le monde des additions, mais on n'est pas passé loin d'être dans un pays, la France, où cette double nationalité, cette double culture, elle aurait été tout simplement impossible. Mais c'est une erreur parce qu'on ne peut pas décréter la nationalité. La nationalité ne se fait pas, l'identité ne se fait pas par coup de décret. Celui qui ne comprend pas que le monde de demain se définit par la rencontre et non le décret ou la loi, celui-là n'a pas compris le monde. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti au moment du deuxième tour de l'élection présidentielle en France? Je pense que j'avais... Le citoyen Mabankou, qu'est-ce qu'il a ressenti? J'avais l'impression qu'il y avait une part de la France qui était en train de se détacher d'elle-même. J'avais l'impression que la noix de coco était en train de perdre son jus à l'intérieur. Mais heureusement, il y a toujours une partie de la France qui se rappelle que c'est le pays de 1789, c'est le pays de la Bastille, c'est le pays de Montesquieu, des droits de l'homme. Et à ce moment, il y a un sursaut qui fait. On ne peut pas être gouverné par une indifférence à l'autre. La France a été construite par des mains qui sont venus d'ailleurs, et c'est très bien qu'on nous le rappelle. Vous avez fait une lettre ouverte au président Hollande. Est-ce que vous pourriez faire une lettre ouverte au président Macron? Bon, il vient d'arriver. Si on commence déjà à lui asséner de lettres, il ne va pas s'en sortir. Hein. Mais je pense qu'il faut regarder ce qu'il va faire, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas non plus que ça ressemble à une marmite dans laquelle on a mis du bouillon. Il y a des légumes, il y a des patates, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Mais est-ce que le goût sera exquis? C'est ça qu'il faut voir. Et puis, jugeons... sur les faits. Voilà, sur les faits. Voilà. Et puis, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre et c'est valable pour la France aussi. On va continuer la visite, monsieur le guide. Avec plaisir. Installation impressionnante de Rashid Johnson. Très impressionnante parce que Rashid Johnson se démarque un peu des autres artistes noirs souvent. Il est américain, afro-américain comme on dit. Voilà, new-yorkais, noir américain. Et il condense son identité à travers cette installation avec des plantes qui évoquent l'Afrique, mais elles sont enfermées dans des pots, avec des cibis, avec un livre sur lequel on va revenir dans un instant. Mais c'est assez impressionnant comme manière de se raconter. Et des plantes d'ailleurs un peu extraordinaires puisqu'elles servent
dans l'industrie pharmaceutique a fabriqué beaucoup de choses. Oui, notamment, il y a du beurre de karité. Et alors, dans cette œuvre, et venez Alain, parce que c'est assez sidérant, là c'est au prof de littérature que je vais m'adresser, il y a 46 exemplaires de ce livre de Richard Wright, qui est un livre extrêmement important dans la littérature noire américaine. Oui. Un enfant du pays. Un enfant du pays, Native Son, qui est Richard Wright, comme on sait, qui est l'écrivain emblématique du mouvement qu'on appelait Harlem Renaissance. Donc, c'est l'un des éléments ici qui prouve son attachement, justement, à la culture noire américaine. L'oppression, ce que ça signifie d'être noir aux États-Unis. L'esclavage, la ségrégation raciale et peut-être même le refus de l'existence des Noirs aux États-Unis se retrouve à travers ces livres qu'il essaie d'éparpiller ici à l'intérieur. Mais juste d'un mot, vous regardez ça, qu'est-ce que ça vous évoque? Un monde de voyage. Un monde de voyage. Ces plantes sont exotiques. Elles ne sont pas des plantes américaines. Elles viennent de l'Afrique et rappellent forcément la traversée de l'Atlantique, la question de l'esclavage, la traite négrière. Tout est à l'intérieur ici. Ces mouvements, ces passerelles, on va en parler tout à l'heure avec notre deuxième invitée, Mariam Majidi. Elle est franco-iranienne et elle a reçu le Goncourt du premier roman. Mais pour l'heure, Alain Mabankou, on va un peu plus plonger dans cette histoire de ce drôle d'endroit, la Fondation Louis Vuitton. C'est signé Alexandre Guetta. Notre drôle d'endroit cette semaine ne passe pas inaperçu. Un vaisseau de verre et d'acier de 13 500 mètres carrés, posé en plein cœur de l'ouest parisien. La drôle d'histoire de notre drôle d'endroit commence en 2006 avec cette esquisse. Ce qui ressemble à un gribouillage d'enfant est en réalité la base dessinée d'un projet monumental. L'architecte, le voici, l'américano-canadien Frank Gehry, concepteur du musée Guggenheim à Bilbao ou de la maison dansante à Prague. Un style reconnaissable pour cet architecte de génie qui imagine la fondation d'art contemporain voulue par Bernard Arnault, président milliardaire du groupe LVMH. François Pinault, l'autre milliardaire, a sa fondation d'art contemporain à Venise. Désormais, Bernard Arnault aura la sienne à Paris. Une course à la démesure qu'il n'avoue pas vraiment. La Fondation pour la création est unique et qu'il n'a pas du tout à être comparée de manière pertinente, sauf pour amuser certains commentateurs. 6 ans de travaux et quelques centaines de millions d'euros plus tard, On ne chiffre pas un rêve. le rêve de Bernard Arnault est inauguré par le président de la République en octobre 2014. Un bâtiment futuriste qui semble être en mouvement perpétuel grâce à ses immenses voiles de verre. Pour la structure, il aura fallu 2 fois plus d'acier que la Tour Eiffel. Et à l'intérieur, la fondation a déjà battu des records d'affluence. 1 200 000 personnes pour la collection Tchoukine et ses 130 chefs-d'œuvre peints par les plus grands maîtres, dont Matisse, Gauguin ou encore Monet. Deuxième exposition la plus vue de toute l'histoire de France. Actuellement, c'est l'art africain qui est mis à l'honneur. Des collections et des expositions financées grâce au mécénat dans ce qui est aujourd'hui dans notre pays le plus grand musée privé dédié à l'art contemporain. Drôle d'endroit continue avec l'écrivain Alain Mabankou et nous sommes toujours un peu en Afrique, Alain Mabankou, ici, Absolument, hein. à la Fondation Louis Vuitton. La créativité, la littérature, comment êtes-vous tombé dedans? La littérature, c'est pratiquement quelque chose d'intemporel pour moi. Je ne savais même pas qu'elle existait. Pour moi, les livres étaient des choses, des ovnis, des éléments qui n'étaient pas à la portée du petit Africain qui vivait dans une case en planche avec une mère analphabète. Et puis, il y avait le père qui travaillait à l'hôtel Victory Palace et qui ramenait à la maison les livres que les Européens jetaient après leurs vacances sous les tropiques. Et c'est là que j'ai découvert la littérature. Quel genre de livres? Ben, il y avait Parce que c'est des livres de vacances, c'est pas forcément les chefs-d'œuvre de la littérature. On pouvait tomber sur du San Antonio, des Guy Descartes. Ici, on dit que c'est des romans de gare.
Mais nous, Guy Descartes, c'est le romancier de la réalité. Quand on lisait, par exemple, Sang d'Afrique, qui était un roman entre des amours interraciaux, on retrouvait la force peut-être de la réalité. Ce n'était pas pour nous de la littérature de gare, mais c'était la littérature qui nous permettait d'aller en Europe l'espace d'une lecture d'un roman. L'écrivain, il interprète le monde ou il le transforme? L'écrivain joue les deux. Il interprète le monde et il les transforme aussi. Il faut quand même interpréter pour pouvoir transformer. Et pourquoi le faire dans la langue française? Pour moi, la question de la langue ne m'a jamais posé de problème parce que quand on est un écrivain médiocre, on l'est dans toutes les langues. Hein? On peut être un mauvais écrivain en swahili, un mauvais écrivain en français. Et oui, puis mais on peut vous dire que c'est la littérature de l'oppresseur, c'est la littérature du colon, c'est la langue du colon. Toutes les littératures sont toujours nées de l'oppression. Moi, je ne pense pas que la langue française était née de la cuisse de Jupiter avec sa pureté, son subjonctif imparfait. Il y a eu des mélanges. Il y a des mots arabes dans la langue française. Oui. Les chiffres, les nombres que nous avons sont arabes. Il y a même des mots africains qui viennent à l'intérieur. Et vous la faites travailler justement cette langue française, avec notamment les nombreux dialectes que vous parlez. Vous en parlez combien de langues? 9 à peu près, 9 langues africaines, plus les rudiments de créole que m'enseigne Dany Laferrière. Mais ces langues africaines, elles n'ont pas la dignité de la langue française, qui est la dignité de l'écrit, qui est la dignité de la littérature. Mais parce que... La plupart du temps, ce sont des langues orales, des dialectes. Oui, mais parce que c'est l'Europe qui a installé en quelque sorte l'unité de mesure de la civilisation, ce qui est une grande erreur. Toutes les langues se valent dès lors qu'elles portent le message de la littérature. Ça ne me dérange pas de m'exprimer en français, d'écrire en français. Oui. Il y a toujours derrière ma langue française le rythme congolais, le souffle congolais. Les mots sont en français, mais la chair à l'intérieur, les palpitations, eh ben, ça relève peut-être de l'univers congolais. Si je vous dis Alain Babankou, écrivain français ou écrivain francophone? Dès qu'on dit écrivain francophone, je dirais oui, dans la mesure où si on met à l'intérieur Houellebecq, Fuenquinos et Martine Lecause. Pourquoi réserver qu'aux Noirs ou à ceux qui ont été colonisés l'expression écrivain francophone? C'est là le danger justement de la littérature, de la balkanisation de la littérature d'expression française. Est-ce que c'est en train de changer ça? La reconnaissance de la littérature, des arts africains en France et en Europe? Je pense que c'est en train de changer parce qu'au fur et à mesure, on voit que l'univers ou même l'imaginaire européen est à bout de souffle. Pourquoi il est à bout de souffle? Mais parce que lorsque l'Europe est allée à la conquête des autres territoires, elle n'avait pas pris le temps de mettre en valeur ou de reconnaître la grandeur de ces autres civilisations qui manquent aujourd'hui au discours mondial. Oui. Eh bien, cet art nous parle, les Européens le découvrent maintenant, mais il y en a d'autres qui l'ont découvert avant. Les Théodore Monod, les Picasso, Honoré. Il n'y a pas de Picasso sans l'influence aussi de l'art africain. Tout cela, aujourd'hui, se voit avec une grandeur. Ce qui était considéré avant comme la barbarie, comme la civilisation des cavernes, est devenu le piment et le sel qui ferait avancer notre civilisation. Le gamin Alain Babankou, quand il tombait sur des BD, vous aviez été un très grand lecteur de bandes dessinées à la bibliothèque à Pointe-Noire. Oui. Il y avait un héros. Alors, c'était Zembla. Zembla. Ah bah oui, parce que... Vous êtes identifié à Zembla? On s'identifie à Zembla parce que, tout simplement, Zembla était dans la forêt, Zembla était dans la bourse, il avait une force herculéenne. Habillé en peau de bête. Voilà, il défendait toujours, il était toujours du côté des pauvres. Mais il était blanc. Ben oui, mais on ne savait pas. C'est ça le problème. Ben oui, pour nous, c'était un personnage. On dit, bon, il est différent parce qu'il n'habite pas chez nous. La question de la blancheur est une invention même de la civilisation occidentale qui nous a dit être blanc, c'est la pureté, être noir, c'est la malédiction. Et maintenant, on se rend compte que le blanc veut aller bien au soleil pour bronzer sa peau, faire des dreadlocks pour avoir des cheveux moins lisses, tandis que les noirs veulent avoir les cheveux lisses et avoir la peau claire. Alors, dans quel monde nous sommes ? Ça, c'est une bonne question. Le gamin qui lisait Zembla, qui rêvait d'une forme de super-héros, pourquoi il n'écrit pas des histoires de super-héros? Surtout que vous êtes installé aux États-Unis. Vous, vos héros, c'est Petit Piment, qui a des problèmes, qui se fait un peu chahuter. Mais je dirais même que déjà, dans Petit Piment, peut-être qu'il y a une idée de héros, puisqu'on voit un peu l'ombre de Robin des Bois, qui était aussi un personnage
qui me troublait beaucoup et qui me donnait de l'admiration. Mais de toute façon, tout romancier invente forcément des héros. Mais là, je m'adresse au romancier, à l'inventeur. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas porté ce personnage-là au statut de super-héros? Parce que je pense qu'il y a plus à dire sur les héros ratés que les héros qui réussissent tout. Moi, j'ai horreur des films dans lesquels le héros réussit. C'est pour cela que, par exemple, dans un roman comme African Psycho, que j'avais écrit, c'est un serial killer qui rate tous ses meurtres. Et là, en réalité, on a dans Petit Piment quelqu'un aussi qui est presque un loser, mais dans la perte même de ses actions, il y a une humanité. Parce que le monde... C'est vrai, mais vous vivez à Hollywood. Vous vivez là où est la matrice, le cœur de l'apparition des super-héros qui ensuite vont conquérir la planète. Mais parce que, justement, c'est peut-être aussi le fait de vivre pas loin de Hollywood qui fait que je suis agacé par ces belles histoires d'Hollywood qui se terminent toutes très bien avec une famille américaine qui se réunit à la fin et qui achète une maison sur les collines et la famille vit tranquillement. Je voudrais aussi que dans la vie, l'échec puisse nous servir de point de départ pour une victoire plus grande. Ça, c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer aux États-Unis pour enseigner à UCLA? Ce sont les Américains qui m'ont appelé puisque je vivais en France et puis on m'a invité une année en résidence d'écrivain et puis on m'a proposé ce poste. Et ça ne se refuse pas parce qu'on est dans l'une des plus belles universités du monde. Voilà, et voilà, ça fait 17 ans que j'enseigne aux États-Unis. Comment on prononce votre nom en Californie? Babancao. Babancao, voilà. À l'américaine. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est si différent d'enseigner l'histoire, la culture, la littérature africaine aux États-Unis et en France? En France, on a le sentiment que ce sont des tout petits départements, qui sont vraiment marginaux dans l'enseignement secondaire. Aux États-Unis, il y a de vraies études poussées, il y a de vrais cycles universitaires qui sont consacrés à l'histoire, à la littérature africaine. Pourquoi ce retard français? Je pense aussi, je l'ai toujours expliqué par le fait qu'il y a des zones d'ombre dans l'histoire de France. Il y a des pages qu'on n'aime jamais ouvrir ou qu'on ferme à dessein. On n'a jamais résolu la question coloniale. On n'a jamais voulu enseigner la colonisation de manière objective, c'est-à-dire avec les atrocités qui y vont. Ça change, ça, un peu à la Mabankou. Mais ça change, il faut que ça soit généralisé. Aujourd'hui, le petit Français qui va à l'école, va finir ses études ou devenir président à 39 ans, il n'aura pas étudié l'histoire coloniale de la France de manière presque contradictoire. On écoute toujours la version du chasseur, mais on n'écoute jamais la version du gibier. Vous avez eu une phrase extrêmement forte, j'ai l'impression que la France ne connaît pas les Noirs qui vivent sur son territoire. Non, puisqu'on a même l'impression que nous sommes venus envahir la France, ce qui n'est pas le cas. La présence de la France, les grands historiens comme les Pascal Blanchard le diront, la présence de la France, elle est lointaine, elle est ancrée ici, elle est aussi une volonté de la France elle-même. Ce n'est pas les Africains qui s'ennuyaient au bord de la rivière et se disaient si on allait un peu peupler l'Europe. Non, ils ont été déportés du côté de leur forcer à venir faire des guerres qui ne les concernaient même pas, à libérer une France qui aujourd'hui, une fois libre et émancipée, comme dirait François Hollande, se croit maintenant de dire il faut chasser tout le monde, les étrangers viennent piquer notre pain, les Sénégalais, les Congolais, mais ce sont les mêmes qui ont versé leur sang ici, dont les noms ne sont pas inscrits quelque part. Il y a juste quelque part, on dit, la tombe du soldat inconnu. Mais je ne veux pas de soldats inconnus, je veux des soldats connus. Vous voulez les noms? Voilà, le problème de cette histoire de France, c'est le problème de l'ingratitude. L'ingratitude doit être combattue. Ce que je voudrais aussi expliquer, c'est que cette histoire qu'on dit souvent, l'histoire de l'Afrique ou l'histoire des Noirs, elle est aussi une histoire européenne. Mais si on revient à aujourd'hui, il y a une reconnaissance d'écrivains d'origine africaine. Si on pense au dernier prix Goncourt avec Leila Slimani, si on pense à vous, au prix Renaudot, si on pense à Chamoiseau, enfin bon, la liste est extrêmement longue. Disons que c'est une reconnaissance en France, parfois une reconnaissance internationale, mais ces auteurs-là, est-ce qu'ils sont lus en Afrique ? Ils sont lus en Afrique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'idée qui consiste à dire que les auteurs africains ne sont pas lus dans leur continent est fausse. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication, mais comment se fait-il que lorsque j'étais tout gamin,
Je lisais toute la littérature européenne, mais Oui. je lisais aussi les Mongo Betty, qui étaient camerounais, parce que tout cela était dans une bibliothèque commune. Le problème aujourd'hui, ce sont les politiques culturelles qui sont menées en Afrique ou qui ne sont pas menées en Afrique, puisque Souvent pas menées, oui. on pense toujours que la culture, c'est simplement un petit dessert. S'il n'y en a pas, on va prendre du café, c'est pas grave. La culture, c'est quelque chose d'essentiel. Donc il faut poursuivre cette lancée. Et je pense par exemple à un écrivain comme Jonathan Little, d'origine américaine, qui avait eu le Des bienveillantes, bien sûr. L'année où j'avais eu le Renaudot en il y 2006. avait les Nancy Houston. Il y a ce bouillonnement qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus définir la littérature sur le plan national. On doit la définir sur sa capacité à être en émulation avec le bruit du monde. Et peut-être à transformer le monde. La littérature ne doit pas se réduire à interpréter Marcel Proust et les pamphlets antisémites de Céline. La littérature, c'est aussi de voir pourquoi dans des espaces aussi petits comme le Congo ou le Gabon peuvent jaillir des écrivains d'une dimension internationale. Alors, on va terminer avec un questionnaire en 3 dimensions. Ouais. Paris, Pointe-Noire, Oula. Los Angeles. Trump ou Sassou Nguesso? Je prendrais Trump dans une certaine mesure où il a été élu par le peuple, mais je ne prendrais pas Sassou Nguesso parce qu'il n'a pas été élu par le peuple. Il a changé la Constitution, il a truqué les élections et il est au pouvoir depuis 32 ans. Trump ne restera pas 32 ans. Victor Hugo ou James Baldwin? Waouh! Là, c'est une question terrible puisque Victor Hugo est quand même celui qui m'a appris la poésie et James Baldwin m'a appris la colère. Il n'y a pas moyen de mixer les deux? Si, c'est ce que vous faites. Voilà, je prendrai les deux. C'est Alain Babankou. Je prendrai Victor Baldwin. Comme ça, il y a les deux. Victor Baldwin. Victor Baldwin. Écrire l'Afrique ou écrire tout court? Écrire l'Afrique tout court. Rumba congolaise ou rap West Coast? Rumba congolaise. Le rap a emprunté. La rumba congolaise, c'est l'origine. C'est en quelque sorte choisir entre la mère et la fille. Donc vous choisissez la mère? Ah ben oui, la rumba congolaise. On va maintenant accueillir Mariam Majidi. Elle est écrivain franco-iranienne. Elle a signé un très beau livre, Marc, c'est la poupée, récompensée du prix Goncourt du premier roman. Nous avions envie de vous marier. Alain Babankou. Avec plaisir. Mariam Majidi, c'est signé Bruno Donnet. Mariam Majidi vient effectivement de recevoir le prix Goncourt du premier roman. Ça s'est passé il y a 3 semaines, chez Drouan, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne s'y attendait pas. Donc je plane. Son livre raconte l'histoire d'une petite fille iranienne, une petite fille née à l'époque du Shah, qui a fini par fuir Téhéran, son régime, et l'ayatollah Khomeini, lorsque ses parents communistes grandins s'y estimèrent déraisonnablement persécutés. Donc on a enterré beaucoup de choses avant de partir, c'est vrai. Cette petite fille, c'est elle, bien sûr, qui a donc ainsi découvert la France en 1986, alors qu'elle avait tout juste 6 ans. Ouais, c'est mon histoire. Ouais. Et si nous avons eu l'idée de la marier avec Alain Babankou, c'est d'abord parce que son roman nous a curieusement rappelé l'un des ouvrages de l'auteur congolais intitulé Petit Piment, ce qui, comme chacun le sait, se dit en lingala. Ça veut dire Tokumi Sanzambe, Pomose Yamoyindo, Abotami Namboka Yabakoko. Merci, et dans lequel Alain Babankou racontait, comme Mariam Majidi, son enfance dans son pays d'origine. Petit Piment pense que, en s'attaquant aux personnes qui barrent son destin, il va peut-être créer le sien. La puce ainsi mise à l'oreille, nous avons continué à creuser et c'est ainsi que nous nous sommes aperçus que les points de convergence entre Mariam et Alain étaient légion. Je ne m'y attendais pas, pour tout vous dire, en toute modestie. Eh ben nous non plus. Mais figurez-vous que, comme Babankou, Mariam Majidi s'est prise de passion pour la littérature et pour l'écriture en arrivant sur le sol français. C'est plus une rencontre du monde extérieur avec mon monde intérieur. Que comme lui, elle enseigne les lettres. Le français est la langue de l'intégration, de l'école, de la réussite. Et que de la même façon qu'Alain Babankou à la bougeotte, Mariam Majidi ne tient pas en place non plus, puisqu'après des études en France, elle est allée s'installer loin, très loin d'ici. Je suis partie vivre à Pékin, puis à Istanbul. Ajoutons à cela que tout comme le Congolais, l'Iranienne n'a pas la plus petite intention de renouer avec le pays qui l'a vu naître. Je ne
pourrais jamais vivre en Iran parce que j'ai goûté à une liberté tellement belle et tellement précieuse. Qu'elle s'estime également tiraillée entre deux cultures. J'ai été très souvent écartelée entre différentes identités, notamment l'identité iranienne et française. Est-ce que je dois me considérer comme un binational? Est-ce que je dois me considérer comme un Congolois? Mais qu'elle jure que son vrai pays est finalement bien plus vaste. Finalement, la véritable patrie, c'est une langue, c'est le livre, c'est l'écriture. Et vous comprendrez aisément qu'il est proprement inutile de souligner que tout comme Alain Mabankou ricane lorsqu'on le renvoie à sa couleur, elle est ulcérée par tous ceux qui lui brandissent systématiquement ses origines persanes. Ce qui m'agace, c'est le fait de me ramener, de me mettre toujours le nez dans cet Orient complètement créé, recréé, fantasmé. Pour conclure que ces deux-là étaient indubitablement faits pour convoler. Ça marche pas comme ça, je pense. Pour convoler intellectuellement. C'est très bien, c'est très bien. Bonjour Maria Madjidi. Bonjour. Et bienvenue, ravi de vous recevoir dans Drôle d'endroit pour une rencontre aux côtés d'Alain Mabankou, Goncourt du premier roman pour Marx et la poupée. Pas mal comme reconnaissance. Oui, c'est plutôt une très belle reconnaissance. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Marx et la poupée, c'est un livre qui a fait irruption sur la scène littéraire de manière assez forte parce qu'il est déroutant de premier abord. Parce que c'est à la fois un roman, un essai, un texte autobiographique, il y a des passages poétiques, il y en a d'autres qui sont dialogués. Mais avant tout, c'était une manière de vous raconter ? De me raconter, oui, de raconter mon histoire, de raconter l'histoire de mes parents, et puis à travers eux, l'histoire de tous les militants opposants au régime de Khomeini dans les années 80. Vos parents sont extrêmement engagés, ils sont communistes, ils participent au mouvement, il y a même des réunions chez vous, et vous êtes encore dans le ventre de votre mère. Et que se passe-t-il ? Alors, ma mère est donc enceinte de 7 mois. Je suis donc dans son ventre, et Khomeini est arrivé au pouvoir. Il est arrivé en février 79, et là, elle décide d'aller à l'université de Téhéran pour manifester, enceinte de 7 mois, ce qui est quand même une idée assez dingue. Oui, quand on pense à l'agitation du Téhéran de l'époque... Bien sûr, elle ne se doutait pas qu'elle allait découvrir un vrai champ de bataille dans cette université de Téhéran où donc, la milice frappe le crâne des étudiants avec des bâtons plantés de clous, viole les femmes. Enfin, c'est vraiment un spectacle terrifiant. Et elle doit échapper à la mort qui rôde autour d'elle. Et elle saute du 2e étage d'une fenêtre qui est ouverte. Heureusement que, elle s'en sort. Et puis le bébé aussi, parce que je ne serai pas là aujourd'hui pour vous parler du roman. Et puis, il y a évidemment le moment de l'exil, du départ, l'exil politique, la France et Paris. Vous êtes encore toute gamine, vous avez 6 ans. Tout à coup, vous n'arrivez plus à parler. Non, la petite fille plonge et sombre dans un mutisme. Ouais. Alain Mabankou, écoutez ça, c'est intéressant parce qu'il y a la lutte des langues. Je triomphe, je suis la langue des Lumières et de Molière, je suis la langue de tes premières années. Ne l'écoute pas, cette langue est celle du passé qui n'est plus. Souviens-toi de ton terreau, apprends-moi et oublie le reste. Ces conflits avec la langue française... Entre le français et le persan. Entre le français et le persan, qui est la langue maternelle, celle de l'enfance, c'est très intéressant. Et vous ne l'avez pas vécu, ce conflit-là ? On l'a vécu autrement parce que la langue française, pour nous, était une langue dans la rue, comme les autres langues congolaises. On parlait tous les jours. En Iran, ce n'était pas la langue de la rue. Pas du tout. Nous, quand on naissait, à 13 ans, on croyait que la langue française était une langue africaine. Donc, on l'embrassait telle qu'elle venait. Et puis, à 6 ans, on vous dit d'aller à l'école. Vous vous rendez compte qu'à non, ce n'est pas votre langue. Il y a la colonisation derrière, etc. Il y a la bataille. Peut-être pour nous, c'est la bataille de pouvoir créer ou d'écrire une langue française qui ne soit pas une photocopie ou de la langue classique de la coupole de l'Académie française. Myriam, quand vous rêvez en quelle langue ? Alain Mabankou nous disait tout à l'heure... Moi, j'ai jamais rêvé en persan. Vous n'avez jamais rêvé en persan ? Non, j'ai pas de souvenir, en tout cas, de rêve en persan. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a vu la littérature à travers aussi la langue française. Il y a je pense, des passages même en persan, souvent à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. Voilà, il y a des poèmes en persan. Les poèmes de Khayyam, oui. Voilà. On sent cette bataille qui se retrouve dans ce livre magnifique. Mais il y a toujours une trace, en fait, du persan qui est toujours là, en arrière-fond presque. Et à travers un poète qui n'est pas n'importe qui, Omar Al-Khayyam, c'est vrai que c'est
l'amour, la joie de vivre. Enfin, c'est une poésie. Même aussi la liberté sexuelle. Donc, il faut. Pourquoi oui, bien sûr, la liberté sexuelle. Cela dit, vous draguez grâce à des poèmes. Alors moi, j'ai joué à l'oriental, c'est cet oriental qu'on voyait en moi et qu'on attendait quelque part. Oui, vous en jouez. J'en ai beaucoup joué, oui, mais je dis même qu'à un moment donné, je me suis vautrée là-dedans, quoi. Jusqu'au dégoût presque, c'est-à-dire que j'avais l'impression de vendre comme ça mon poète et puis et ça marche pas parce qu'on est en train de se fourvoyer. Vous draguez aussi en poète? Je ne sais même pas, mais je pense que l'attitude qu'elle a eue est normale. Une fois que, quand on attend de vous que vous vendiez l'intégralité des clichés qu'on s'est fait de l'Orient pour avoir la paix, j'ai dit, puisque vous voulez que je vous sorte la soupe, tenez. Voilà, je vous donne les clichés que vous attendez. Quand il donne les clichés, elle n'est pas elle-même, elle sait qu'elle est au-delà de ces clichés. Je veux dire que pour draguer, je n'avais pas forcément besoin d'avoir lu Lamartine ou bien de me mettre dans une humeur acariâtre d'Alfred de Musset qui écrit Les Nuits de mai. Ce qui est intéressant aussi dans vos deux parcours, c'est que les deux, vous êtes arrivés à l'enseignement. Et vous enseignez donc... Alors moi, j'enseigne le français langue étrangère, donc c'est intéressant. Parce que vous enseignez à des gens comme vous, en fait. Étrangers, voilà. Dont c'est pas la langue maternelle. Dont c'est pas la langue maternelle. Ce qu'on appelle des migrants, des réfugiés. Les migrants, les mots changent, juste des étrangers qui viennent faire en un France, master. Alors moi, là, précisément, je travaille pour la Croix-Rouge et c'est les mineurs isolés étrangers, donc c'est encore un cas très particulier. Ce sont des enfants de moins de 18 ans qui arrivent seuls en France. Et à qui... il faut apprendre le français parce que là, pour le coup, c'est un besoin vital. Bah oui, c'est des adolescents. Ils ont vraiment besoin d'avoir cette langue-là aussi dans leur valise, comme un passeport. Hein, j'en parlais tout à l'heure, pour pouvoir aussi se faire une place dans ce pays, évidemment. Là, c'est urgent. Il y a vraiment une urgence de leur enseigner le français. Et on se rend compte que c'est aussi cela la grandeur de la langue française qui ne connaît pas les nationalités ou les origines. C'est... quelqu'un qui est d'origine iranienne, dont les parents viennent de l'Iran, qui vient à la rescousse de la langue française, c'est-à-dire enseigner la langue française aux autres pendant que ceux qui crient tous les jours « nous sommes les vrais Français », ils sont en train de dormir dans leur couette ou de savourer du pastis à Marseille. Il y a quelqu'un d'origine iranienne qui enseigne aux étrangers la langue. Mais la langue, c'est le premier élément de l'intégration dans une nation. C'est sûr. Et voilà quelqu'un qui n'a rien demandé, qui fait son travail en ayant la bonne foi. C'est peut-être ça aussi, le visage de la France, que beaucoup ne veulent pas reconnaître parce que c'est suicidaire pour eux. Aujourd'hui, vous vous sentez apaisé ? Après les totalement. tensions, après les Totalement. contradictions, les douleurs, comme Totalement quand on parle de douleur au moment réconcilié. d'un enfantement. Oui, et puis j'ai envie aussi de dire, alors ça c'est ce que j'ai ressenti dans mon père, dans ce que le livre a pu lui faire. Il m'a dit, aujourd'hui je marche dans les rues et j'ai la tête haute. C'était une manière aussi de rendre hommage, de vous souvenir de choses sauver que de l'oubli. vous avez laissées derrière vous, de votre grand-mère, je voulais sauver de l'oubli, ces beaux personnages qui m'ont nourri, qui m'ont habité, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Je voulais vraiment rendre hommage et les sauver de l'oubli. Mais je me disais pas dans un but d'être fière ensuite, pas du tout. Et c'est vrai que quand mon père m'a dit, bah, tu vois, maintenant je marche dans les rues et j'ai la tête haute, et merci pour ça, parce que c'est lié à ton roman, j'ai été vous hyper aussi, émue. vous écrivez pour sauver de l'oubli vos potes de Pointe-Noire, ceux avec qui vous vous amusez? J'ai consacré pratiquement peut-être 50%, la moitié de mes romans sur Pointe-Noire. Je pense que c'est ça aussi qui crée l'univers d'un écrivain. Le temps de toujours piocher, revenir, ressasser, retourner la même ville, c'est pour rechercher des repères. On sent que le temps, c'est d'élite et la littérature est là pour fixer le repère et dire qu'il y a des gens qui sont passés ici, ils avaient une humanité, il faut les regarder autrement que des bétails ou bien des Africains ou des Orientaux. Ouais, c'est poser des jalons, des repères, et surtout montrer qu'effectivement, comme dit Alain Mamankou, nous sommes passés par là, nous avons laissé une trace, mais qui servira aux autres, qui leur permettra, moi en tout cas j'espère, de marcher aussi, d'avoir la tête haute en France, voilà, et de pas avoir l'impression de devoir se cacher ou de raser les murs ou d'avoir honte de ce qu'ils sont parce qu'ils viennent juste d'ailleurs, voilà. C'est comme aussi dans la ce que chanson j'aimerais I'm faire. Black and I'm Proud. Voilà, I'm black and proud, comme on dit. Voilà, je suis persane et je suis fier. Et fière, et je n'ai ni à répondre aux clichés, ou non, ni à nourrir ces clichés-là.
ni à me cacher de mon origine, mais juste à être dans cette réconciliation et dans la coexistence de ces identités multiples et plurielles. Il faut vraiment porter des lunettes noires pour ne pas voir que l'identité est plurielle, mobile. Vous la définissez aujourd'hui, demain elle a changé les définitions. Parce que ce sont les êtres humains qui conçoivent l'université dans l'universalité et l'identité dans les actes de la vie quotidienne, dans les rencontres qu'ils font. Vous allez vous étonner, un Congolais va épouser une Chinoise ou un Chinois va épouser, je ne sais pas, un Américain. Ils vont avoir un enfant. Quelle est l'identité de cet enfant ? À lui de l'inventer. Bon, merci infiniment à tous les deux d'être venus dans Drôle d'endroit pour une rencontre. Mariam Majidi, je rappelle Marx et la poupée, ce roman. Qui a écrit roman ? C'est peut-être un roman. C'est un roman. C'est un roman. Et quant à vous, Alain Morbakou, penser et écrire l'Afrique aujourd'hui, c'est au seuil. Ça n'est pas un roman, c'est en revanche une très très belle réflexion sur le continent aujourd'hui. Et puis à noter la sortie en poche de 3 de vos livres aux éditions du Seuil. Et puis on vous verra ici à la Fondation Louis Vuitton. Ce sera les 24 et 25 juin pour une carte blanche. Fin de cette émission. Je vous retrouve vendredi prochain. Et avec plaisir, je vous souhaite une très très belle nuit sur France 3.